Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Ce podcast commence par vous raconter, ou vous conter, ce qui m'a construit, le chemin parcouru jusqu'ici, ce que je trouve de passionnant dans ce métier et partager quelques-unes de mes aspirations. Ce podcast est un point de départ qui apporte des morceaux choisis. Vous seul saurez et direz si vous avez envie d'approfondir certains morceaux et ainsi nous pourrions démarrer une palabre mutuellement nourrissante en dehors de ce podcast. Ce premier épisode sert de décodeur pour la suite, car comme vous le savez, nous agissons par rapport à notre héritage socio-culturel et même si j'essaie de construire un présent et un futur en adéquation avec ce que j'ai envie de devenir, ma façon de penser et d'agir est bien le fruit d'une partie de cet héritage. C'est le cas pour nous tous. Et j'aime ces extraits de la parole de Jean d'Ormesson qui sont pour moi comme une ligne directrice. Il y a un devoir, presque un devoir, d'être heureux. Nous n'avons qu'une vie. Il faut l'occuper le mieux possible et tâcher de la mener un peu plus haut que nous-mêmes. Alors pour savoir si vous avez envie de partir en courant ou de rester à m'écouter, et vous pourriez aussi courir en m'écoutant, j'aborderai aujourd'hui d'où je viens, mon arrivée en France, ma crise d'adolescence tardive, la conscience de mon double plafond de verre, l'émergence de ma fibre entrepreneuriale et comment j'ai tracé ma route. Née au Cameroun, au sein d'une famille aimante, traditionnelle et chrétienne de confession protestante, je suis la dernière d'une fratrie de 8 enfants. Mes 2 parents veillent désormais sur moi de là-haut. Mon père, dirigeant dans sa vie active et chef traditionnel dans sa vie coutumière, ma mère, une femme résolument moderne et très avant-gardiste pour son époque. J'aime à dire que j'ai hérité de l'exigence de mon père, de la douceur et de la combativité de ma mère. Pour autant, il n'est ni facile d'être la dernière d'une grande fratrie, même quand on est très couvé, surtout quand on est très couvé, ni de naître dans une famille très traditionnelle, au sein de laquelle les obligations sont plus nombreuses que les droits, à commencer par le devoir d'obéissance. Être fille de chef n'a pas d'équivalence en France, mais cela revient à être princesse dans une communauté qui nous respecte. Cela revient à voir son père tenir des conseils de sage, à le regarder admirative dans différents rituels tout au long de son enfance, à le regarder tenir son rang. Cela revient à regarder toujours avec autant d'admiration le courage de ma mère. Quand on est jeune, on perçoit plus de contraintes que d'avantages d'une éducation un peu stricte. Mais je suis heureuse de l'avoir reçue avec des racines, un socle solide et un goût pour la curiosité et l'apprentissage de choses nouvelles. À 11 ans et demi, j'étais inscrite au collège français Dominique Savio de Douala. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui ai décidé de venir en France, à Paris. Ce fut le choix de mes parents, et particulièrement celui de mon père, qui souhaitait offrir le meilleur enseignement à sa petite dernière. Je suis venue avec ma sœur aînée, Sarah. 15 ans nous séparent. Mes parents, eux, sont restés au Cameroun. Double choc, celui d'être séparée de mes parents, alors que je vivais dans un cocon et dans une douceur de vie enviable, puis celui de la culture et de l'environnement. En arrivant à Paris, à part les immeubles, et encore ils étaient très hauts, et les voitures, à peu près rien n'était semblable
à tout ce que j'avais connu dans mon enfance. Le rythme, les gens pressés, le métro, la neige, la froideur émotionnelle, et j'en passe. Quel choc! Je cherchais les gens qui riaient, je cherchais les gens qui s'embrassaient. Parce que dans mon pays d'origine, le toucher fait partie du langage. On touche les gens que l'on aime pour leur marquer notre affection. J'ai vite compris que cela ne faisait pas partie des codes dans ce pays que je découvrais, qu'on ne pouvait pas sonner chez sa copine de classe sans y avoir été invité. Ici, on ne débarque chez personne à l'improviste. On prévient d'abord et on attend l'accord. Vous imaginez tout ce qu'il faut assimiler dans la tête et le cœur d'une gamine de 11 ans et demi? Seules les personnes qui ont pu s'immerger des années durant dans des environnements très différents culturellement peuvent comprendre ce sentiment de perte de repère, de devoir absorber, parce que, arrivé en juillet, je reprenais le collège en septembre, absorber une quantité d'informations. En d'autres termes, 2 mois pour assimiler des données à une vitesse supersonique. Jusqu'en seconde, où ma précocité devient une forme de handicap, parce que trop immature par rapport à mes camarades de classe qui avaient 2 ans de plus que moi. Et si vous m'appelez Claire, aujourd'hui, c'est juste un accident de mon très détesté professeur de français. Mon vrai prénom est Jeannette Claire, un peu comme on dit Jean-Claude. Et mon nom de naissance, celui de mon papa, est Ekwa Bébé. Je comprends pour la première fois en seconde que mon nom complet ne rentrait pas dans les cases. Très élégamment souligné par mon cher professeur de français qui m'a dit « Jeannette Claire Ekwa Bébé, c'est trop long à l'appel. Alors je vous invite à choisir entre Jeannette ou Claire. » Et à 14 ans, j'avais plus de mal à assumer le nom de Jeannette, celui de ma maman, que celui de Claire. Les deux m'appartiennent pourtant, mais c'est un peu comme si je devais me séparer d'une partie de moi. Voilà pourquoi vous ne connaissez que la deuxième partie de mon prénom. Quelle absurdité quand j'y pense. Ma crise d'adolescence tardive. J'ai fait beaucoup de choses plutôt que les autres. Beaucoup plus tôt que les autres. Comme me marier ou avoir des enfants jeunes. 2 beaux garçons que j'adore. Et puis j'ai fait ma crise d'adolescence tardive. Je pourrais même dire ma crise d'adolescence. Elle est survenue au moment où un être plus cher est parti et un autre tout aussi cher est arrivé dans ma vie. Le départ précoce de ma mère, l'arrivée de mon 2e fils et la progression rapide de ma carrière professionnelle qui m'emmena pendant de nombreuses années à travers les Amériques, sud d'abord et nord ensuite. J'ai mis 10 ans pour faire le deuil de ma mère. Ce fut le début de ma propre révolution, de ma transformation. 5 ans après, je me faisais coacher et ce fut ma renaissance. Sauf que mon ex-mari n'avait rien demandé et ce fut compliqué. Ce fut le début de ma recherche d'identité parce que quand vous êtes né au Cameroun et que vous vivez en France, vous n'appartenez plus vraiment à aucun monde. Quand vous êtes en France, vous n'êtes pas vue comme une Française, mais vous n'êtes pas non plus vue comme une Camerounaise. Donc vous n'êtes plus aucun des leurs. Du coup, ma question c'est, mais qui suis-je? Où est ma place dans ce monde? Cela prend du temps de construire une affirmation de soi qui ressemble d'abord à un patchwork, parce que cela fait beaucoup de morceaux différents que l'on va piocher dans ces différents vécus, dans ces différentes cultures. Aucun ne ressemble à aucun autre. C'est ainsi que l'on m'a attribué cet adjectif. Atypique. J'étais atypique, car je me mettais là où on n'attendait pas que je sois. C'est sans doute par cet adjectif que j'ai aussi vu et compris que j'avais atteint un double plafond de verre. Celui d'être une femme, de surcroît jeune, et celui d'avoir une peau un peu plus foncée que la majorité
de mon entourage professionnel. Et alors ? Eh bien, alors, il y en a qui n'aiment pas ça et qui me le font savoir de façon plus ou moins élégante. D'autant que je prends plus de responsabilités professionnelles, donc ça peut faire tâche. Ce n'est pas une blague, je l'ai entendu. Et c'est dans ces moments que je me souviens de ce que mon père me disait, car il m'avait préparé à vivre ces situations. Au moment où il m'en parlait, ça ne voulait rien dire. Pas grand-chose dans la tête d'une enfant. Mais le cerveau s'est rangé les choses. Et ces mots sont revenus au bon moment. Ma fille, tu es fille de chef. Ne laisse jamais personne te maltraiter, ni t'intimider. Ne laisse jamais personne te déterminer par ta seule couleur de peau. Nous sommes vraiment des êtres sociaux et nous avons besoin d'appartenir à un cercle, quel qu'il soit. Mais quand on fait tout pour être intégré et que ce n'est jamais suffisant, alors on lâche prise et on comprend que le problème ne vient pas de vous. C'est ainsi que j'ai repris mes études. C'est ainsi que j'ai repris mes rires, ma joie en dépit de l'adversité. J'ai repris le toucher pour faire comprendre aux personnes que je croise que je leur porte de l'affection, que c'est bon de redevenir soi et de me souvenir des mots de mon père. Ces mots m'ont rendue audacieuse. Et c'est avec cette audace que j'ai repris mes études. Et à la fin de mon Executive MBA, c'est avec audace que je me suis lancée dans un projet géant de création d'un complexe gastronomique et culturel en Seine-et-Marne. J'avais pris un congé sabbatique car je voyais bien que malgré mes résultats de performance et mes diplômes, l'accès vers les étages plus hauts était compliqué. Je me sentais de moins en moins alignée avec mon environnement professionnel et ne partageais plus ses valeurs d'entreprise. Alors, au lieu de m'épuiser à convaincre, j'ai fait un pas de côté. Et ce fut une aventure formidable dans la préparation et la construction de ce projet fou qui ne vit pas le jour, car il a fallu à un moment donné arbitrer entre plusieurs choix de vie. Mon mari ne suivait plus. Trop de batailles à mener en même temps. Alors j'ai préféré me centrer sur celle qui était la plus importante à mes yeux, mes enfants. Le combat de l'entrepreneuriat n'était que partie remise. C'est ainsi que des années plus tard, après avoir quitté le secteur de la finance et avoir été indépendante pendant des années pour des grands groupes de conseil en sous-traitance ou en direct, j'ai décidé de tracer ma propre route, créer mon monde, d'autant que mon patchwork avait eu le temps de se patiner et de devenir harmonieux. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs et j'en fais encore, mais j'en suis consciente. J'ai compris l'importance de ce mot atypique et finalement, je remercie les personnes qui m'ont décrite ainsi, car je ne sais pas si je dois répondre à une norme précise qui ne me correspondrait pas. Alors par amusement intellectuel, peut-être aussi par provocation, j'aime les synonymes qui sont proposés. Anticonformiste, singulière, inhabituelle. C'est fait de ma personnalité. C'est mon leadership. C'est ma différence. Et c'est avec cette différence et cet atypisme assumé que je décrypterai les sujets de notre podcast pour vous apporter un éclairage qui sort de la normalité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que ce petit voyage dans le temps vous a plu. Le prochain épisode sera consacré à l'arbre à palabres, sa symbolique, son utilité dans toute société, dans toute entreprise, et son lien avec la raison d'être du métier que je fais aujourd'hui pour tenter d'apporter une valeur ajoutée aux entreprises qui me font confiance, qui nous font confiance parce que je ne suis pas seule. Je vous invite à m'écrire, si vous le souhaitez, à me solliciter pour un one-to-one
professionnels bien sûr, ou à laisser vos commentaires dans l'espace dédié pour partager votre ressenti. Et d'ici le 31 juillet, date du prochain podcast avant le break estival, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez, et vous dis à très bientôt.